Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Andrea. Bonjour Andrea. Bonjour Aurélie. Très contente de t'avoir. Ça fait un moment que on doit faire ça parce que Oui, oui, on se connaît déjà, hein. C'est toi qui c'est nous a vrai. accompagnés pour acheter notre appartement au Portugal. Et du coup, on Mhm. a plein de projets ensemble, mais on a du mal à se Oui, caler pour trouver du temps c'est ensemble. vrai, Mais là, on c'est a vrai. réussi. Enfin, oui. Merci à toi de ton invitation. C'est vrai que on avait un premier rendez-vous et puis les agendas ne matchent jamais, mais ça y C'est est, ça. on y est. On a réussi. Let's go alors. C'est ça. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Andrea Lopez, j'ai 43 ans. Avant d'enchaîner, je vais vous dire, parce que, attention, gros accent. Donc, je suis d'origine colombienne. Ça fait 17 ans que j'habite en France. Et puis, depuis 3 ans maintenant, j'habite entre la France et le Portugal aussi. Donc, colombienne d'origine, française par adoption, et puis portugaise des cœurs maintenant aussi. Et donc mariée, j'ai un enfant de 10 ans, et donc on habite dans le banlieue très proche de Bordeaux, et en plein cœur de Porto aussi. Voilà. Ouais, citoyenne du monde. Oui, oui, on va dire ça. On va dire ça. Alors, la question que je pose à chaque fois, mais là, du coup, ça va peut-être changer, Oui, c'est du coup, quelles ont été tes toutes premières sources de revenus, donc l'officielle oui. et l'officieuse. Donc, est-ce que Ok. tu peux répondre? Bah bien sûr, alors du coup c'était en Colombie où mes grands-parents avaient des pépinières et Ok, donc toute petite on m'est payée avec d'autres petites cousines et cousins pour remplir des petits sacs de terre pour les bébés plantes. Donc on ok. avait, enfin c'était la pépinière avec les bébés plantes après il fallait en remplir gavé. Je n'aimais pas les vers de terre et je en trouvais tout le temps donc c'était une punition, mais au bout, il y avait un petit billet, donc on était, ou quelques pièces, donc on était très content de le faire. Voilà. Ah, Et t'étais puis quand même pour, payé en argent, parce que ça aurait ah pu oui, être oui, payé c'était, en nature, en bouquet de fleurs. non, alors là, par contre, pour affronter les vers de terre tous les jours, les Ouais, bouquets de non. fleurs, ça n'allait pas du tout. Donc j'avais quelques pièces, et puis j'étais plutôt performante. J'en remplissais pas mal de petits sacs pour avoir mes petites pièces. Donc voilà, c'était, T'étais payé comment, du coup, à la quantité que tu faisais? oui, c'était Au l'objectif. On rendement? m'a donné des objectifs. Mes grands-parents, à leur époque, surtout ma mamie, elle tenait les comptes de tout ce qu'on faisait. Donc, elle nous donnait des objectifs. Allez, aujourd'hui, c'est 500 sacs des petits, pour les petits bébés plantes on va faire de telles variétés, etc. Alors, je vais te Ah, dire, c'est 500 fou. sacs dans ton petit tabouret à remplir toute la journée. Mais bon, petit à petit, on s'améliorait. J'ai dépassé mon objectif. Je pense que j'avais 9 ans quand j'ai dépassé mon objectif pour la première fois. Donc voilà, je suis très contente. Et mamie m'a donné encore plus de pièces alors qu'elle n'avait pas dit qu'il y a un dépassement de l'objectif, elle m'a donné plus, hein, mais elle Ouais. m'avait bien donné plus. Bah oui. Voilà, donc c'est ma grand-mère maternelle qui est encore en vie Ah, et c'est qui m'a génial. appris beaucoup, beaucoup de choses sur les finances. Bah oui, oui, je vois ça, effectivement. Pareil, de te récompenser plus parce que tu as dépassé l'objectif, ça aussi, ça Ouais, fait partie de oui, bonnes stratégies. e- effectivement. Et après, pour l'officiel, je travaillais dès que j'ai eu l'âge pour travailler c'était surtout la période de Noël. Donc ici, je vois que les jeunes, ils travaillent beaucoup pendant l'été. Hmm, Nous, c'était plutôt la période de Noël parce que c'était les grandes vacances là-bas. C'est pas du tout le même ok. calendrier scolaire. On était plutôt sur janvier, décembre. Et les grandes vacances, c'était plutôt la période de décembre. Donc, je travaillais 3 semaines dans un magasin des prêt-à-porter voilà, pour l'époque de Noël. Ok. Première fiche de paye. Et du coup, après, tu t'es orienté vers quoi comme formation ou t'es rentré Oh direct là dans le là. monde du travail ou... Non, alors j'avais un rêve, c'était de devenir médecin. Ok, Donc j'ai commencé par des études de médecine et il faut savoir qu'en Colombie, des facs privées, enfin des facs publiques, pardon, et il y en a très peu, donc c'est très difficile d'y rentrer. Donc à l'époque, bon, j'avais des parents qui avaient une situation plutôt confortable à l'époque. Et on a commencé avec une fac privée. Donc à l'époque, c'était déjà
5 000 $ par semestre. Mm. C'était vraiment énorme. Ben, pour nous, c'était en tout cas énorme. Donc, j'ai dû arrêter au bout des 2 ans d'études parce que financièrement, ça le faisait plus. Mon père a commencé à avoir pas mal des difficultés aussi au niveau de sa société et du coup, j'ai dû arrêter. Et la seule chose que je savais faire, je m'étais toujours intéressée aux langues étrangères. J'ai adoré ça. Donc, depuis toute petite, je parlais bien anglais. Et j'ai commencé à travailler. Donc, je travaillais la journée pour une société qui, à l'époque, était très méconnue. Donc, c'est un géant aujourd'hui des télécommunications et qui venait juste de s'implanter en Colombie. Donc, je travaillais avec eux en tant enfin, c'était là-bas, c'est un peu réceptionniste. Mm. C'est et hôtesse d'accueil. Oui. Donc, je faisais les téléphones, je passais les lignes, etc. Et puis, je faisais pas mal des choses c'était un peu assistante administrative pour l'équipe chinoise qui venait s'implanter. On était 20 quand j'y rentrais. Je faisais des études la nuit, donc dans la partie langue étrangère appliquée, parce que enfin, Ok. voilà, je continuais sur la même veine de je parle anglais, je m'intéresse à d'autres langues étrangères, etc. Et donc je faisais mes études la nuit la nuit, le soir à partir de 18 h. C'était des journées un petit peu intenses, Ouais. mais voilà, avec beaucoup, beaucoup d'apprentissage. J'ai fait 4 ans chez eux avec cette société et on a démarré, on était 20 et quand j'ai quitté la société en 2004, je pense qu'ils étaient 350. Enfin voilà, une Mm. croissance assez spectaculaire. Pendant ce temps-là, pendant ces années-là, j'ai eu l'opportunité avec eux de partir vivre au Brésil. Ok. Une partie au Brésil, une partie en Bolivie aussi. Et pendant le temps au Brésil, enfin, j'ai adoré d'être là-bas. J'ai appris à parler portugais brésilien. Mm. Et voilà, donc toujours très proche aussi de ces langues étrangères, de parler avec les personnes, de découvrir les cultures. Donc très, très curieuse par rapport à ça depuis très tôt. Mm. Voilà. Et grosse bosseuse grâce à ta grand-mère, du coup, qui... Ah oui, toute la famille, hein, toute la famille a eu toujours ça dans le sang de travailler, du Mm. côté de mon père, du côté de ma mère. Enfin, voilà, tout le monde travaillait beaucoup. Et tout le monde avait aussi, enfin, de ce qu'on m'a transmis, et ma grand-mère, justement, Marianne, ma mamie Marielle, me disait toujours, il faut avoir un toit sur sa tête. Il faut être propriétaire de sa résidence principale. Des grands principes comme ça. Elle a jamais investi vraiment dans l'immobilier, mais elle investissait dans d'autres choses à son niveau. Elle achetait des vaches. Enfin, elle faisait pas mal de choses qui m'ont appris à, justement, gérer les finances personnelles, c'est-à-dire qu'il faut absolument l'objectif d'avoir le toit sur sa tête, mais voilà. Après, plein d'autres choses m'ont amené à l'investissement immobilier, mais j'avais, on va dire, des très bonnes bases. Mm. Ok. Et donc là, t'es au Brésil, tu voyages, ça se passe comment après? Alors, du coup, Comment t'arrives en je France, en faisais. fait? Oui, alors ben, on va aller dire tout ça. Donc, j'étais au Brésil, je faisais les allers-retours avec la Colombie, et puis j'étais enfin, j'avais monté les échelons. Je ne suis pas restée tout le temps au test d'accueil. Donc, à un moment donné, l'équipe m'a proposé de m'intéresser à la logistique internationale. Ça me plaisait beaucoup. Enfin, c'est comme ça que me former au Brésil et puis aller former d'autres équipes en Bolivie par la suite, etc. Donc, à la fin, au bout de 4 ans avec eux, j'étais devenue contract manager pour des gros contrats telco en Colombie, en Bolivie et au Brésil. Donc, c'était une expérience enfin, incroyable en même temps que je faisais mes études le soir. Et enfin, je gagnais un bon salaire. J'étais sur le point de commencer à me mettre mon petit toit sur la tête, à me dire je vais m'acheter un appartement, etc. Et puis je me suis dit, j'ai toujours rêvé d'autre chose. J'ai toujours rêvé d'apprendre une autre langue étrangère. J'ai toujours adoré le français. Je voulais l'apprendre, mais jamais eu vraiment l'occasion. Et je me disais, bon, si je pars pour faire un premier investissement en Colombie, il faut savoir que l'acquisition des biens immobiliers en Colombie enfin, et dans la plupart des pays, on va le dire comme ça, hein, la France est vraiment un cas à part concernant les crédits. Il faut 30% d'apport. Mm. Donc déjà, il faut être très économe, avoir des très beaux profils pour accéder à la propriété là-bas, même pour sa résidence principale. Et donc, j'étais très tentée, j'avais déjà quelques économies et je me suis dit, soit je mets tout, mon 30% pour un premier appartement et je reste là, enfin, je continue. J'avais une bonne situation, on va dire, à Bogota. Et je dis,
Bah non, je tente le tout pour le tout, au moins de partir un an, faire des études des français, Mhm. peut-être faire quelque chose, si possible, un master dans mon secteur maintenant qui était devenu la logistique internationale. Et puis, si possible, prendre un peu d'expérience pro. Et puis au final, enfin, tout le monde m'a dit, t'es vraiment folle, tu travailles, tu te rends pas compte, t'es dans une multinationale, t'es payé au moins 4 fois le SMIC. En Colombie, c'était déjà énorme à cette Oui, époque-là, pour mon âge en tout cas. Et enfin, tu peux pas partir comme ça du jour au lendemain. Et puis moi, j'avais une maman qui me disait, vas-y, fonce. Fonce, t'as rien à perdre. c'est Enfin, cool. au pire, tu reviens à la maison, il y a Oui, aucun puis t'es souci. jeune, effectivement, t'as pas encore de... Enfin, Exactement, j'avais pas de c'est là, voilà, responsabilités. c'est là qu'il faut y aller. Voilà. Mm. Sinon, c'était justement enchaîner avec un prêt immobilier, enfin voilà, tu commences à avoir des responsabilités qui te permettent Ouais, après. ça t'enchaînait Enfin, un peu, c'est ce... très compliqué, exactement. Donc pareil, mon père m'a dit, t'es sûre, etc. Et je dis oui, bah je suis tellement sûre que ça y est, regarde, je suis inscrite à l'université. Et à l'époque, ben, on va remettre les choses à cette époque-là, c'était l'année 2007. Mm. On n'avait pas les smartphones, on n'avait pas Google Maps Ouais. de partout. Enfin, on avait Internet et on envoyait des messages. J'envoyais des messages en anglais avec les différentes facs en France pour faire français langue étrangère. Et bah, il y avait qu'une seule qui me répondait, c'était la fac de Poitiers. Donc, il me répondait en français, mais au moins, il me répondait. Donc, Oui. j'avais des infos. J'avais commencé à me renseigner parce qu'à cette époque-là, il y avait aussi des agences, ça existe toujours des agences où qu'on paye et qui font tout, Mhm. l'accommodation, la fac, etc. Mais bon, j'avais pas non plus les moyens pour aller payer une agence comme ça, donc j'ai tout fait enfin avec mes propres moyens. Et du coup, j'atterris à Poitiers. Donc, j'étais acceptée à la fac de Poitiers. J'ai regardé un, un foyer jeune travailleur. J'ai atterri dans un foyer jeune travailleur. C'était le moins cher et pas loin de la fac de Poitiers. Et je me suis dit, allez, je paye une année. Je fais mon visa. Donc, à cette époque-là, pareil, bah, il fallait transformer mes petits pesos en euros. Mm. Donc, je suis allée à ma banque. Ils me disent, mais bon, il faudrait que tu ailles dans l'agence. Oui, qu'il y avait une seule agence à Bogota pour transformer mon Oui. épargne en euros et puis prendre un chèque que je devais envoyer par DHL à l'université. C'était que des péripéties. Mais voilà, j'étais acceptée. J'ai dit à mon père, voilà, regarde, je suis acceptée, je pars. Et j'ai annoncé ça et il était, je sais pas, le début décembre, je partais le 8 janvier. Mhm. Voilà, donc j'atterris à Poitiers et je commence à faire effectivement des cours des langues, des français langue étrangère, dans lequel je ne parlais pas français. C'était juste les cours et puis il y a énormément enfin, toutes les nationalités, donc on finit par parler anglais. J'avais une copine Ouais. australienne, une copine chypriote, on parlait tout le temps que en anglais, donc je me suis dit bon, c'est pas vraiment ce qu'il faut, il va falloir me trouver un autre diplôme un peu intermédiaire ou autre chose, si possible dans ma filière, pour accélérer, parce que sinon je vais rentrer en Colombie, Oui, il oui. va rien se passer du tout. Donc j'avais déjà payé une année complète à Poitiers. Alors il faut savoir que Poitiers c'est vraiment très charmant, mais quand tu arrives de Bogota, du mégapole avec 11 millions d'habitants, avec la grande banlieue, et tu te trouves à Poitiers, je trouvais super sympa, mais ce que le Ouais, le week-end il y choc. avait il y avait un peu rien à faire. Et bon, si on partait quand même un petit peu en voyage, découvrir les villes à côté, etc. Et donc j'avais trouvé Bordeaux vraiment très très joli. Et j'envoie des candidatures à la fac pour faire une licence pro. Donc, il y avait une licence pro, développement international des PME, PMI. Et je dis, bon, ça a l'air un peu dans le dev, Mm. business dev, international, etc. Donc, j'envoie la candidature, je suis retenue, j'ai envoyé aussi à Paris, mais bon, je ne voulais pas être dans une capitale, je voulais plutôt fuir les capitales et rester enfin, dans une ville plutôt à taille humaine. Et il se trouve que je suis acceptée à Bordeaux, donc je pars à Bordeaux. Donc je suis arrivée en janvier 2008 à Poitiers, je fais jusqu'au mois de mai, et après le mois de mai, j'atterris à Bordeaux en suivant pour faire l'été, travailler l'été.
Et parce que bien sûr, j'avais mes petites économies, mes pesos se transformaient en euros, Oui. et je voyais le compte en banque toujours moins, 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 parce que bien évidemment, je parlais pas français. Mm. Je j'étais pas facilement acceptée dans des petits boulots, même à Poitiers, parce que bah il y a pas non plus énormément de Oui. travail. Et puis du coup, j'arrive à Bordeaux, je fais la saison dans un resto, donc. Bien, je trouve. Enfin, je connais des personnes, d'autres Colombiens qui étaient étudiants aussi dans Bordeaux. Et puis, il se trouve qu'il y avait une association à cette époque qui avait été créée par des Colombiens, par des gens qui étaient de Bogota, de ma ville, Ok. qui s'appelait Franc Colombia. Donc, c'était pour un peu aider les gens dans leur démarche d'arrivée, Mm. enfin, juste pour se familiariser. Est-ce que c'était qu'aller à la préfecture pour son titre de séjour? Pour avoir un peu d'idées de où aller chercher du travail, des choses comme ça. Et puis on est devenus amis avec ces gens-là. Trouver aussi un appartement, parce que ça c'était le gros challenge. Et là, je pense que c'est de là qui sont venues beaucoup d'idées qui m'ont amené à qui je suis aujourd'hui. Parce que arrivée étrangère à cette époque-là, il n'y avait pas toutes les garanties qui existent aujourd'hui avec Mm. le Crous, avec Action Oui. Logement, avec tout ce qui existe. Et donc, il fallait un garant qui gagne moins deux, trois fois le loyer que je payais. Ben, je n'avais pas, tout simplement. Donc, il y avait des contacts d'une personne qui fait ça à titre professionnel. Donc, elle avait une SARL avec sa famille et il loue toujours dans Bordeaux des logements à des étudiants sans garant, mais du coup plus cher. Et Mm. alors, des logements qui à l'époque, j'espère que depuis, ils ont fait des travaux, ils ont amélioré les choses, mais franchement, la classification énergétique, je pense qu'on était bien au-delà du F, du G, de tout ce que tu puisses voir. C'était mal isolé, voilà, j'atterris dans une coloc avec des franco-colombiens dans lesquels c'était des combles aménagés, je me rappelle, dans lesquels on s'est cogné tout le temps la tête quand on s'est baladé dans l'appartement. Toutes les chambres étaient un petit peu, enfin, mansardées, et donc il n'y avait pas beaucoup d'espace. Ils ont eu la gentillesse, parce que j'étais la plus grande Oui. de la coloc, de me laisser là où il y avait le plus d'auteur sous plafond. Et voilà, bon, Mm. Ça des parlait souvenirs français de là, cette. du coup? Parce que tu On dis parlait. Alors, franco-colombien, si oui, c'est oui. pour au Alors, il y final. avait un Français, il y avait deux Colombiennes dans la colocation. Et le français, c'est un ami maintenant qui est devenu un ami pour la vie. Donc, Seb, si tu entends ça, tu te rappelleras de nos aventures en colocation. Donc, lui, il parlait bien espagnol, parce qu'il avait une copine colombienne à l'époque qui parlait bien. Donc, il parlait bien espagnol, mais on s'est forcé quand même à parler bien français dans la coloc. Mais il a été d'une aide précieuse pour Mm. tous les CV, les lettres de motivation qu'on a dû Oui. envoyer, les mémoires, on les faisait toujours lire par Seb, s'il te Mm. plaît. Et puis, je pense il s'est marré à chaque fois de nos erreurs, de nos choses, enfin, de tout ce qu'on essayait de faire dans les mémoires, d'écrire. Voilà, mais il nous aidait à corriger nos petites fautes, et il nous a Mm. bien aidé à avancer en Ouais. français à cette époque-là. Mais c'est bien en tout cas, parce que je reviens un peu en arrière, mais Mhm. que t'aies osé faire ça, faire ce pas et de venir en France, alors que comme tu disais, tout le monde Oui. autour de toi t'es de folle, à part ta mère, donc c'est bien quand même l'entourage, c'est important. Ah oui, Et, clairement, et ouais, clairement. suivre, enfin voilà, suivre nos rêves et autres, et pas écouter Oui. les personnes qui sont généralement Mhm. frustrées et qui ne font rien et qui, c'est pour ça qu'ils Effectivement. voilà, Ouais. qui Euh, traitent j- ces gens-là de fous, quoi. Effectivement. Bah, j'ai une maman qui a beaucoup osé aussi dans sa vie. Mm. Elle a eu 1000 vies, elle a eu 1000 métiers. Elle a fait, une fois, elle était fleuriste. Après, elle a suivi la pépinière de ma maman. Elle était architecte d'intérieur. Elle a fini avec l'architecture d'extérieur, le paysagisme. Enfin voilà, Ok. elle a su se réinventer 1000 fois. Mm. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire, allez, vas-y. Et puis, au pire du pire, tu retombes sur tes pattes, en Oui, fait. C'est parce que là. ben, t'as des, comment dire, t'as acquis des compétences tout au long de ces années, Mhm. donc ça, c'est pas perdu, ce Exactement. que t'as appris. Donc, tu tentes, tu Ouais. te rates, c'est pas grave, t'as encore ton bagage, voilà, tout ce Exactement. que t'as appris, donc tu repartiras pas de zéro, et
Mais au pire des pires, tu repars des zéros. Tant que tu es Tu là et repars de tant que zéro, tu as mais avec ce que tu as l'énergie que... appris. Exactement, avec ton Donc bagage voilà, déjà, c'est dans ce effectivement, ouais, sens-là que c'est je dis, vrai. C'est vrai. voilà, T'as t'es raison, complètement. pas à 0-0. Oui, oui, exactement. Et du coup, l'immobilier, parce que tu as dit que Et du c'est... coup, alors, donc, cette fameuse colocation avec cette personne, je me disais, bon, elle a une société où elle fait que ça. Elle rénove certaines fois pour louer plus cher. Là où j'étais, on est payé, enfin, c'est vrai, on payait pas très cher, mais du coup, enfin, on payait plus que la moyenne des gens qui avaient des garants. Pour des logements qui n'étaient pas vraiment, enfin, qui étaient à la limite de la salubrité quand même. Hmm. Donc, nous, je me rappelle qu'on faisait, les samedis, c'était gros ménage, on faisait tout, on se répartissait les tâches à la coloc et on était fatigués après d'avoir fait autant de choses. Et au final, c'est bon, c'est toujours aussi moche, mais c'est pas grave, c'est propre. Et donc, je me disais, bon, cette personne-là, elle fait ça. Donc, moi, j'aimerais bien faire ça plus tard, délouer des choses comme ça, à des étudiants, mais enfin, louer des biens qui soient en bon état, que les gens aient plaisir à vivre là où ils y sont. Voilà, donc j'avais déjà l'idée que c'était intéressant à faire, mais voilà, Hmm. de le faire bien fait. Voilà. Oui, ben, c'est bien, tu avais les deux en tête du coup. Tu avais la résidence Oui, principale, le toit sur la tête de par ta grand-mère et mais autres, et la version exactement. location. Exactement. Mais du coup, c'est vrai que comme tu dis, l'expérience fait que, parce que jusque-là, l'investissement locatif, j'avais une tante en Colombie qui avait commencé à le faire, mais bon, ça a commencé quand je suis partie. Mais le fait d'avoir vécu ça dans des mauvaises conditions, avec quelqu'un qui le faisait à titre pro, mais pas Hmm. super bien fait, ça m'a aussi donné un peu, enfin, un peu la rage intérieure de me dire, bah, si elle fait ça pour vivre, elle y vit, mais le fait mal, Hmm. bah, peut-être que ça peut Moi, comme je fais les choses être plus bien, intéressant à le faire bien fait et puis avoir plaisir à le faire aussi. hmm. Donc voilà, quelque part, l'expérience m'a appris aussi ce côté-là, que c'était possible. Après, à l'époque, bien sûr, on était toujours dans la phase où on traduit toujours ces pesos en euros. On s'est dit, mais c'est impossible. S'acheter un bien immobilier en France, mais jamais je vais arriver à acheter Ouais. même ma résidence principale ici, donc c'est mort. Enfin, c'est et puis, j'étais toujours dans le côté où je devais renouveler mon titre de séjour chaque année. Il fallait prévoir à l'avance. Je savais pas si je pouvais finalement faire un master ou pas, si je pouvais rester ou pas, si voilà. Donc la même année en 2008, en juin pendant l'été, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari par la suite. Sauf que cette époque-là, bah, si on venait de se rencontrer, je parlais pas super bien français. Il était très patient. Il est très très patient, mon chéri. Pour ensuite faire en anglais quand on se comprenait pas. Et du coup, pareil, on s'est dit, enfin, on démarre une histoire parce qu'on s'est plaît, on démarre une histoire, mais enfin, sans aucune prétention de qu'est-ce qu'on fera par la suite Hmm. ni rien, parce que moi, normalement, je vais rentrer en Colombie. Et puis, je commence à envoyer les candidatures pour des masters. Je suis retenue dans une grande école de commerce. Donc, je fais un master dans le commerce international. Donc, c'était management des commerces internationaux. Et j'ai la chance de tomber pour la partie alternance dans une société qui à l'époque s'appelait Bull. Donc Bull qui était dans l'informatique, dans la technologie. Je venais déjà de la technologie en Hmm. Colombie, mais plutôt côté telco. Et là, on me retient parce qu'ils avaient une stratégie d'aller faire d'autres. Enfin, ils avaient un produit qui était assez mature dans le sol français et qui devait l'internationaliser. Donc, vu que je parlais espagnol, français, portugais, anglais, ils se sont dit bon, c'était la candidate qui avait déjà Oui. un plus un peu d'expérience pro, donc ils me Hmm. retiennent pour l'alternance. J'ai eu la chance après que cette alternance se transforme en CDD. On savait toujours pas ce qui allait devenir notre vie avec mon chéri parce que du coup on s'aimait beaucoup et puis on s'est dit bon de toute façon moi si on me propose quelque chose, on m'avait déjà proposé des contrats au Brésil à São Paulo et puis au pire Bull m'avait dit aussi tu as peut-être un contrat qui t'attend mais ça sera en région parisienne, ça sera jamais à Bordeaux, etc. Et puis on s'est dit bah écoute comme on sait pas de quoi la vie est faite, on a envie quand même de faire un bout de chemin ensemble en plus. On s'est mis à habiter ensemble, sachant qu'à la fin de l'année, soit j'avais pas de titre de séjour, soit j'avais pas de contrat tout court, ou soit j'avais quelque chose, mais à São Paulo ou à Hmm. Paris. Et on s'est dit, bah, on va vivre 3 mois, 4 mois, c'est pas grave. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, lui aussi, il était dans ses premiers, il avait fait un master et il avait son premier CDI qui l'attendait.
à Bordeaux, donc lui, il pouvait pas bouger. Oui. Et puis au final, on s'est dit, bon, c'est pas grave, on a encore un peu plus de temps. Donc je dis non à Sao Paulo, non à Paris. Et on s'est dit, peut-être que je vais trouver quelque chose à Bordeaux. Mais on ne savait rien. On s'est dit, Mhm. ben, on saute, enfin, pareil. On est au bord de la falaise, allez, on saute et puis on verra bien. Et puis, il se trouve qu'on a pris cette décision-là de se mettre à habiter ensemble. Et puis, tout a commencé à se mettre un peu en musique. J'ai eu un CDD qui a été proposé à Bordeaux par la même société, Mhm. qui a été renouvelé. Puis après, on me dit, bon, premier CDI. Je me dis, super, premier CDI, je peux emprunter. Donc voilà. Et lui, pareil, il s'est dit, premier CDI, je peux emprunter. Bon, dans l'intervalle, on n'était pas très sûr d'être ensemble. Puis on a tenté de se séparer, de revenir ensemble, etc. Parce que, enfin, bien sûr, il y avait aussi la barrière de la langue. Il y avait des questions culturelles aussi qui Oui. Mhm. n'étaient pas faciles à surmonter. Et du coup, lui, il s'élance dans l'achat de sa première résidence principale de son côté. Et moi, je me lance aussi dans l'investissement locatif de mon côté. Et après, bon, on s'est remis ensemble. Voilà, on a Mhm. continué avec des gros travaux de la première résidence principale. On s'est mis à faire des travaux dans la partie locative et après, on a fait le locatif. On a mis ça, on l'a fait ensemble. Donc, en fait, on a fait des invests séparés. Après, on s'est mis à faire les travaux ensemble. On a mis un studio à Talence, donc c'est un banlieue bordelaise qui était Mhm. très bien placé. On l'a mis en location, il tournait très bien, mais du coup, moi, je venais avec cette culture colombienne de accéder à une propriété. Bah, si t'as pas mis de l'argent au départ pour faire un gros apport, parce que c'était 30% dans ma tête en Oui. Colombie, bah, il va falloir le mettre au fur et à mesure des mensualités. Donc, enfin, maintenant, avec le recul et maintenant que j'ai accompagné d'autres investisseurs, je me rends compte que les gens ne veulent pas faire d'efforts d'épargne. Il faut fuir l'effort d'épargne à tout prix. Et alors que moi, à cette époque-là, j'avais un loyer de 350 euros pour une mensualité de 734. Donc, c'était mon premier salaire de CDI. Et je me suis dit, ben, c'est pas grave. J'ai 400 euros, voire plus à sortir chaque mois. Mais je suis en train de m'acheter un bien immobilier avec un locataire qui est déjà Oui. dedans, etc. Ouais, ouais, je Et vois. je me Vu suis... que toi, dans ta Ouais, tête, ouais, effectivement, tu t'étais parti pour mettre genre 30% d'apport, ben, t'as pas mis d'apport, mais du coup, tu le mettais en complément exactement. du revenu que ça te Oui, générait bah, c'est pour vrai que j'ai être... pas dit ça, ouais. mais j'ai mis toutes mes économies de l'époque qui étaient de l'ordre de 4 500 euros dans le projet immobilier, mais c'était pas Mm. de l'apport parce que j'ai eu la chance d'être financée à 110%, ce qui était une révolution pour moi dans ma tête parce que pour moi, je venais d'une culture de 30% d'apport et mes 4 500 euros, je puis les mettre dans les travaux. Donc, c'est comme ça qu'il s'est fait ses premiers biens immobiliers. Et mais du coup, on s'est dit, enfin, toujours avec la peur, j'ai avancé avec la peur. Première erreur, j'étais pas bien formée sur la partie impôts. Mm. Donc, du coup, je pars Ben, en plus, c'est ce que j'allais dire, premier. parce que là, Ouais. t'étais plus étudiante, mais bon, enfin, voilà, t'avais ton CDI. Oui, oui. Et ouais, du coup, t'étais considérée comme expatriée, t'étais... Non, j'avais mon titre de séjour et ça faisait déjà, enfin, après, je t'ai résumé la chose, Ouais. mais on était déjà, enfin, ça faisait au moins 3 ans que j'habitais en France, 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup, c'est là où ça s'est fait le premier CDI parce que Mm. j'ai eu 3 CDD, bien sûr. Et après, c'était le premier CDI, donc j'avais déjà une preuve un peu de résidence stable en France pour pouvoir emprunter. Mm. Mais j'étais toujours Et pas payer tes impôts. nationale française. Et ben voilà, j'avais déjà bien commencé à payer mes impôts, donc tout allait bien. J'épargnais, j'avais un bon profil. Et du coup, c'est comme ça. C'est la première banque qui m'a suivi, c'était la BNP, donc, qui Mm. était juste à côté. C'est l'agence qui était à côté de chez nous. Donc voilà, c'est comme ça qu'il s'est fait ses premiers investissements. Et du coup, j'avance avec mon CDI, mais toujours en me disant, j'ai quand même des grosses mensualités. Si j'ai un défaut de paiement, je suis morte. Oui. Il faut vraiment que c'était l'équilibre était vraiment trop fin. Et du coup, j'ai avancé comme ça, mais en ayant toujours cette peur-là d'avoir un impayé. Et donc, du coup, après, aujourd'hui, je connais l'investissement immobilier. Je me suis dit, j'aurais pu faire et enchaîner les investissements à cette époque, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais toujours la peur d'un impayé et qu'il faille Mm. sortir tout mon argent, soit mes économies, soit mon salaire, pour venir. Et puis, cette situation-là, pendant combien de temps, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu
un sol impayé pendant 10 ans de détention de ces biens. Pendant 10 ans après, avec une belle carrière que j'ai pu faire avec d'abord Bull. Bull est devenu Atos, donc j'ai fait Mm. aussi un bout de chemin avec Atos qui existe aujourd'hui encore. Après, avec des Atos, je suis passée chez Thales. Donc, Mm. la fin de ma carrière en France, dans le monde de salarié, c'était chez Thales. Et je me suis dit, mais enfin, bien sûr, avec une amélioration de salaire à chaque fois, en étant commercial, donc avec des primes. Donc, j'avais un profil pour faire plein de Oui, choses plein de choses, ouais. que je n'ai pas faites parce que j'étais paralysée par la peur. Donc je me suis dit, enfin on s'est dit avec mon mari, parce qu'il est devenu mon mari au Entre-temps. fil des années, bien sûr, entre-temps. Et du coup on s'est dit, on avance prudemment avec une résidence principale qu'on a rétapée, donc on a fait Mm. quand même, on a donné de la valeur à cette maison-là. On s'est dit, on va peut-être vendre pour acheter plus grand. Et puis, toujours avec la maîtrise de ces prêts immobiliers qui étaient à côté, avec un loyer qui quand même a augmenté au fil des années aussi. Donc, j'avais une mensualité qui était plus basse, mais toujours avec la maîtrise de, attention, on ne fait pas n'importe quoi, de s'acheter un bien chaque année parce que, voilà. C'est vraiment Ouais, ouais. la méconnaissance des mécanismes qu'on Oui, peut parce faire. que c'est fou, tu t'es lancé, Ah oui, enfin, t'as eu peur, mais tu t'es lancé. Je veux oui, dire, t'as quitté ton pays, enfin voilà, tout oui, ce que tu racontes depuis le début, et là, oui, t'es oui. figé par, Figé par la... voilà. Mais bien sûr, bah, tu Ouais. t'es dit, c'est quand même une grosse mensualité que j'ai à rembourser. On avait enfin, la résidence principale. Et après, on s'est dit, bon, on veut acheter plus cher. Attention, avec le prêt qu'on a à côté, on a une meilleure situation. On avait déjà eu notre enfant, Diego. Diego avait 3 ans. 3 ans quand on a décidé de vendre, d'acheter autre chose. Et donc moi j'aimais ça. On s'est dit, on a présenté la maison sur son meilleur jour. Enfin, c'est une maison où on a gardé les murs, la toiture et on a tout cassé dedans. On a tout refait de nos propres mains. Donc nos dos s'en Mhm. souviendront toute la vie Les genoux, de le dos. ces gros travaux. Ah oui, c'était vraiment dingue. On a eu des amis qui nous ont aidés aussi. On était vraiment bien entourés. Et du coup, on s'est dit, ça y est, on va vendre. Donc, on s'est dit, bon, on va vendre, on va voir ce qu'on trouve de plus grand, peut-être pas dans le même quartier. On a tenté le même quartier, mais du coup, c'était compliqué parce que les prix avaient augmenté. C'était un quartier qui est devenu très à la mode à un moment donné. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, comme on n'est pas pressé, on peut faire un prix qui est soit élevé, mais en attendant, on commence à regarder s'il y a quelque chose qui nous plaît, etc. On est tombé sur la maison actuelle, là, où on réside, qu'on va prochainement vendre aussi d'ailleurs. On s'est dit, cette maison-là, elle a du potentiel, mais elle m'avait attirée d'abord parce que elle avait un studio attenant. Donc, avec une dépendance, on s'est dit, tiens, celle-là, on pourrait la louer. Donc, il y avait un peu de travaux, mais enfin, on s'était dit, ça sera de la déco, et puis il y avait déjà un bon DPE, il y avait il y avait de l'espace extérieur, on voulait faire une piscine, donc on s'est dit, bon, il coche quand même pas mal des Ouais. cases. Elle nous intéresse, donc on parle avec l'agence et l'agence qui nous dit bon c'est génial, etc. Mais enfin voilà, elle nous avait donné le prix. Je pense qu'à l'époque c'était à 470 000 euros, quelque chose comme ça. Et puis on se dit ben étant donné qu'on n'est pas pressé, ben, on va faire une offre basse et puis on va leur dire en face qu'on va vendre notre maison aussi. On savait que les maisons dans le quartier où on était, c'est vendaient vraiment enfin très très vite. Donc on s'est dit, on fait un peu la carotte de vous nous aidez à bien négocier cette maison-là. On vous donne un mandat exclusif pendant un mois sur la maison des Mérignac. On était à Mérignac. Et ils nous ont aidés. Enfin, ils se sont débrouillés pour faire. On a gagné dans l'achat de cette maison, dans la négociation, on a négocié des 70 000 euros. Donc c'est quand même énorme. Et puis on s'est dit, on vend l'autre maison. Pareil, là, je commence à me dire dans la logique, on a fait une grosse plus-value sur cette résidence principale, la première, plus la négociation de la prochaine. On se dit, mais jamais on a eu autant d'argent dans la banque. C'est super intéressant. Après, on a commencé à se dire, on va peut-être se projeter sur la vente de cet appartement des Talences pour faire d'autres choses. Donc, petit à petit, et puis en écoutant pas mal des podcasts, des gens qui font de l'investissement immobilier, là, je me suis dit, mais enfin, j'ai perdu de temps toutes ces années avec la peur, avec cet studio-là en plus qui il commençait à nous coûter assez cher parce qu'il y avait un syndic qui... Mm. Il y a un syndic toujours en Ouais. place d'ailleurs qui est quand même assez cher.
Donc voilà, ça m'intéressait pas trop de le garder. C'était 10 ans de détention, c'était déjà un bon moment pour l'arbitrer. Et puis toujours, j'étais curieuse aussi de me dire, bon, investir en France, c'est intéressant. Ça coûte quand même pas mal entre la gestion du bien, entre les travaux, etc. Les impôts aussi, parce que j'avais pas optimisé comme il fallait. Là, il faut se le dire clairement. Mais entre-temps, on avait fait une résidence principale, puis une autre, puis d'autres investissements, et on s'était dit, l'Espagne, l'investissement à l'international nous intéresse et on est allé beaucoup à Saint-Sébastien, en Espagne. Donc, on s'était dit peut-être à l'Espagne, peut-être ailleurs pour ne pas, pour avoir un peu un choix fiscal différent, il Mm. faut se le dire, un système économique différent dans un endroit qui nous plaît pour revenir. Un peu, c'était un peu la réflexion qu'on avait, mais on n'avait pas vraiment avancé sur le sujet. On s'était dit, bon, les biens à Saint-Sébastien sont quand même assez chers. Donc peut-être à côté de Saint-Sébastien, mais sans s'y projeter vraiment. Et pourquoi Saint-Sébastien? Parce qu'on s'est dit, en étant à Bordeaux, c'est proche, donc en cas des pépins, on y est vite parce que enfin, un bien quand même, il faut s'en occuper, il faut le gérer, etc. Ou avoir quelqu'un qui le gère sur place. Donc, très curieux de tout ça. La maison des Mérignac, c'est bon, on fait la plus-value, on fait la maison des Pessac. Après, la vente des talents s'est faite presque au même temps. Et puis, le Portugal on était déjà venu au Portugal avec mon mari, à Lisbonne notamment, et puis on s'était dit Porto, ça nous intéresse Porto, mais on est parti entre le temps où on est venu passer le Nouvel An, je crois que c'était en 2010, si je dis pas de bêtises, à Lisbonne. On s'est dit on adore le Portugal, on va faire d'autres villes, etc. Et puis il y avait des liaisons directes entre Bordeaux et Porto. Et puis on s'est dit on va y aller. Et puis on n'est jamais venu parce qu'on était dans notre train-train de notre vie, Ouais. des déplacements professionnels avec notre enfant, avec enfin plein de choses. Et puis on s'est dit, on va le faire. Puis au final, on ne l'a jamais fait. Et puis le Portugal a été toujours un peu en déficit de main-d'œuvre. Donc il y a certaines années où ils font des gros appels à de la main-d'œuvre étrangère, donc avec des visas de travail. Et j'ai eu la chance d'avoir mon frère et sa femme qui ont dit, allez, on va faire notre candidature, on va y aller. Et puis ils ont tout ce qu'il faut, ils viennent s'installer à Porto. Alors ils avaient pensé à Lisbonne et puis je sais pas pourquoi, au final, le choix, je me souviens plus pourquoi, le choix s'est porté sur Porto. Et donc on vient de les voir en 2023. Et on était, mais enfin, enchantés et pourtant, on s'est dit, bah, peut-être qu'on va faire un premier investissement là-bas, etc. Mais bon, là, je me suis un peu avancée sur le côté investissement immobilier. Je t'ai pas parlé un peu de ma vie. Et une période de ma vie aussi qui était importante pour que tu comprennes un peu enfin, pourquoi j'en suis là aujourd'hui et pourquoi j'ai pris autant des décisions qui m'ont amené à faire mes propres investissements, mes propres sociétés, etc. Parce que pendant la période où j'étais chez Thales en 2019, je tombe gravement malade. Ok. J'ai eu un diagnostic des cancers du sein. Mm. Donc, très malade, traitement, donc la vie s'arrête, etc. On s'est dit, bah, est-ce qu'il y a autre chose après? On ne sait même pas s'il y a autre chose après ou pas. Une période très difficile pour mon mari, notamment, pour ma famille dans l'ensemble, mais mon mari étant à côté, Mm. étant mon Oui. aidant en même temps, c'était une période assez compliquée. Je m'absente une année complète de Thalès pour me soigner, pour faire des traitements, etc., qui ont bien évolué entre-temps. Donc, c'est vrai que c'est une maladie on arrive à guérir bien aujourd'hui, à condition de s'y prendre tôt. Et Mm. c'était la chance que j'ai eue à ces moments-là, c'est que c'était détecté vraiment très tôt. Et du coup, on s'est dit, enfin, une année pour tout s'arrête. On recommence à zéro. On a un gros pépin de santé. Et après, on s'est dit, bah, il faut qu'on revienne au travail. En fait, ça a tellement déstabilisé toute ma vie entière, d'un point de vue parents, mari, Oui, bah enfant, oui. tout que on s'est dit bah vite que tout redevienne à la normale. Donc j'avais hâte de recommencer à travailler, alors que tout le monde me disait c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, etc. Il faut que tu freines. Enfin, les gens en général s'arrêtent un minima 2 ans. Moi, je me suis arrêtée 1 an et j'avais hâte de que tout redevienne comme Mm. c'était avant. Donc dans le même rythme, dans le même, je suis au boulot, t'es au boulot, le petit est à l'école. Enfin voilà, que Oui, tout oui, la soit vie sans la encore maladie, quoi. exactement, de Mm. passer vite à autre chose et que tout redevienne comme avant.
Et du coup, je recommence mon boulot, difficile parce qu'on s'absente. J'ai eu un chef qui a été merveilleux à cette époque-là, qui a été, enfin voilà, qui m'a beaucoup aidé à me remettre sur pied, à y croire de nouveau à ce qu'on pouvait faire, parce que bon, on avait quand même un gros rythme, ça je l'ai pas dit non plus, on avait un énorme rythme avec des appels d'offres. Des fois, on était en réunion à 4 heures du matin avec les collègues pour boucler l'appel d'offres du lendemain. Donc c'était un très gros rythme. Et voilà, donc j'ai démarré progressivement mon travail, mais j'ai quand même redémarré. Et très vite, c'est devenu la même folie de l'appel d'offres, les Mm. objectifs, le machin, les déplacements. J'ai eu un rôle à très haute responsabilité à Thales. Et à un moment donné, on était avec mon mari qui avait aussi des déplacements. On s'est dit, bon, bah, tu vois, tu pars des lundis à mercredi. J'arrive, il faudrait être avec le petit. Moi, je repars des jeudis à vendredi. Et après, on se retourne le week-end. Mm. Et puis on a commencé à faire ça et ça a duré, enfin je pense que ça a duré 8 mois. On était dans ce rythme-là, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Ouais. Enfin on a déjà une bonne situation, on a nos investissements, qu'est-ce qu'on est en train de faire tout simplement? On se voit plus. Le petit, bah il nous voit ensemble Ça ne va pour une plus, vie de ouais. famille que le week-end. Il est chez le copain, chez la copine. Enfin c'est pas possible, c'est plus possible. Garder ces rythmes-là ne me convenait pas non plus parce qu'effectivement, j'étais en stress à fond. Après, quand on passe par une grave maladie comme celle-là, bah, il faut faire très attention à ce que l'on Mm. fait, à faire du sport, à bien manger, à ne pas trop avoir du stress. Et par contre, ces métiers-là, c'était que du stress en permanence. C'était zéro temps Mm. pour soi, pour faire du sport, pour autre chose. On était dans l'avion, dans le train, dans le machin. Et puis, on arrivait, la logistique de la famille et tout ça, on vivait plus. Donc, on prend la décision ensemble. Enfin, c'est une décision qu'on prend avec mon mari. On avait déjà commencé à investir au Portugal, ça, il faut le préciser. On avait fait le premier investissement aussitôt quand ils sont arrivés, mon frère et sa femme. Et ça nous avait bien plu parce que, enfin, le prix au mètre carré n'avait rien à voir avec ce que l'on pouvait trouver même en banlieue proche de Bordeaux. Donc, on était très contents, ça tournait très bien. Dès qu'on a eu des réparations, bah, les prix n'étaient pas super élevés. Donc, Mm. le coût de l'entretien, les impôts aussi étaient beaucoup plus intéressants ici sur du locatif. Et du coup, on prend la décision, on s'est dit, ben, on s'arrête. Là, ça a plus de sens, on s'arrête. Et puis, je décide de m'arrêter. Donc, je parle avec mon chef de l'époque et Thales, c'est une société qui est très protectrice de ses salariés, ça, il faut le dire. J'ai eu aussi bien mon chef que une RH qui ont beaucoup insisté à ce que je prenne une pause. Ils m'ont dit, là, Mm. tu dois faire une pause, tu t'arrêtes 3 semaines, on refait le point après. Et je leur ai dit, si vous voulez, je m'arrête 3 semaines. Mais je sais que ma décision est prise, je ne reviendrai pas en arrière. Je m'arrête 3 semaines, je pense, mais on Ouais, pèse le pour, ouais. le contre, etc. Et puis on s'est dit, non, bah, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, on arrête. On avait déjà vendu cet appartement des Talents, donc j'ai fait une belle plus-value, donc je l'avais acheté 80 000 euros à l'époque, vendu 165 000 après. Mm. Donc j'avais ça. Je me suis dit, bon, j'avais de l'épargne salariale des Thales aussi pendant chaque année. Et ça, c'est une vraie chance qu'on a dans ces grands groupes, l'épargne salariale. Donc j'ai pu faire la plus-value plus l'épargne salariale. Et on s'est dit, comment on réinvestit? Donc on a réinvesti une partie ici au Portugal. Et puis on avait aussi un peu d'argent en plus pour se dire, qu'est-ce qu'on fait après? Et du coup, tout commence un peu à s'organiser. Je quitte Thalès au final. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et ton mari, Au-delà il de me reste dire que dans son mon travail? mari reste Ok. salarié. Entre-temps, il a changé de société, donc avec une meilleure situation Mm. aussi, avec beaucoup moins de déplacements. Donc, les choses ont commencé un peu à Ouais. se calmer. Je me disais, j'aime bien l'immobilier, j'adore investir au Portugal. Enfin, avant de quitter Thalès, et ça, c'est aussi important. Avant de quitter Thalès, juste les derniers mois, j'étais déjà sur le coup des deux maisons qui étaient à vendre, hyper bien placées dans Porto, mais c'était des maisons, des ruines pratiquement. Enfin, Mm. c'est pas tout à fait des ruines comme on les voit au Portugal, mais c'était des maisons où le tram, enfin le métro passe au bout de la rue. Et qui était très bien placé. On s'est dit, ben, on va faire un projet soit de transformation des maisonnettes en appartements,
soit on fait un projet de démolition-reconstruction d'un immeuble, dans la capacité constructive dans cet Ok. endroit-là donne pour faire 5 logements. Et donc, on commence à faire tout ça, mais c'était vite, vite, vite qu'on ait des prêts, qu'on ait tout ce qu'il faut avant de quitter Thalès. Non, je me rappelle que les dernières semaines, enfin, la banque nous demandait plein de choses Ouais. je téléchargeais tous les jours une feuille qui attestait que j'étais toujours en contrat chez Thalès parce que je savais bien que ça allait s'arrêter, mais qu'il fallait quand même boucler un des prêts immobiliers avant Ouais. de partir. Et du coup, on fait ça. Tout s'est fait bien comme il faut. On arrive à signer notre prêt pour cette maison-là qui était occupée à l'époque. Il y avait encore des personnes qui habitaient dedans dans des conditions qui étaient très complexes. Et du coup, on améliorait la vie de ces personnes-là aussi. Et je me suis dit, je veux faire ça. Donc, j'ai acheté les maisons, un premier appart, et puis on a commencé à faire d'autres investissements, mais plutôt en location courte durée, d'un porto Mm. aussi. Et on s'est dit, bah, c'est génial. Enfin, il y a le côté fiscalité, on est mieux traité. Côté maintenance des biens, Ouais. c'est plus intéressant aussi. Et puis, depuis ces fameux jours des 2010 où on s'est dit, on adore le Portugal, on y mange très bien, les gens sont super gentils, on a commencé à se dire, mais pour jouer, on s'est dit, ben, on va faire notre retraite au Portugal. Et de temps en temps, on disait, oui, oui, le jour, on va faire notre retraite au Portugal. Et puis après, on s'est dit, bah, vraiment, on pourrait faire notre retraite au Portugal. Donc, l'idée, elle s'est fait vraiment depuis que mon frère et sa femme sont là depuis 2023. On s'est dit, on va faire notre retraite au Portugal. Et donc, c'était un peu l'objectif qu'on s'est mis en tête. On fait les investissements et on fait maintenant, il y a un projet de revente de notre résidence principale parce Mhm. qu'on avait acheté vraiment grand et certes avec un studio attenant qu'on loue, donc elle est un peu en house hacking. Mais du coup, on s'est dit, bon, c'est beaucoup trop grand pour 3 personnes. On va vendre pour acheter peut-être plus petit, avoir une plus-value qu'on réinvestit, qu'on réinjecte dans nos investissements au Portugal. À l'époque, avant de quitter Thales, j'avais fait une première structure, une première société pour intégrer le projet des maisons dans cette société-là et pour le faire porter, parce que enfin, là, après, bien sûr, toutes les erreurs que j'ai faites pendant des années, Mhm. j'ai compris que je n'irai pas aussi vite à titre perso qu'en pro. Et donc, le projet des maisons était toujours hébergé dans cette société-là. Je commence à faire d'autres de consulting aussi au travers de cette société-là. Et puis, comme je voulais faire de l'immobilier, je regardais, en France en tout cas, je me disais à ce moment-là, enfin, je veux aussi continuer à faire, je sais pas, des investissements ou des club deals, etc. Et puis, je regarde ce que je fais agent immobilier. Donc, bah, pourquoi pas. Donc, mais je me posais 1000 questions. Et ce qu'on fait, allez, je vais regarder chez Safety si c'est fait, je vais regarder chez d'autres mandataires ce qui s'est fait. Et j'étais assez avancée. Et puis, j'ai rencontré, enfin, je te disais, j'écoutais pas mal de podcasts, etc. Et puis, un des podcasts, c'est le podcast Money Tree, animé Mhm. par Julien Calamotte, où il parle de sa société d'investissement clé en main Artae. Il dit qu'il recrute, il avait personne sur Bordeaux. Je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre de toute façon. Et puis, je me cherche un peu. J'envoie un mail pour. Puis, il était franco-portugais. Enfin, Oui. il est franco-portugais. Mhm. Donc, c'était un peu le plus qu'il m'a dit. Il y a quand même un truc peut-être à faire. Donc, je le contacte, on se parle, on s'est dit, bah, pourquoi pas un jour créer une société sur place au Portugal, c'est intéressant, etc. Donc, je commence à travailler avec Artae en tant que mandataire, enfin, qu'indépendante pour la partie bordelaise pour des projets clés en main et pour la partie Portugal aussi pour du clé en main. Mhm. Donc après, je fais pratiquement un an avec Artae. Je me rends compte que les investissements dans la région bordelaise bah, il s'émérite parce que le prix au Mhm. mètre carré est déjà très élevé, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'investisseurs. Les investisseurs qui commencent en tout cas vont se porter plutôt sur des biens, sur des projets un peu moins onéreux que des projets qu'on voit aujourd'hui à Bordeaux. Donc il y a un peu de monde pour Bordeaux, un peu de monde pour le Portugal, mais entre-temps, on passe énormément de temps aussi à parler avec plein des gens où on se dit, bon, il y a peut-être un candidat pour Bordeaux mais il se trouve qu'il n'a pas assez d'apport ou que voilà, le plus intéressant, c'est faire un projet plus petit peut-être ailleurs ou pour le Portugal où par contre on revient à la logique et comme je le disais au départ, la France c'est vraiment un paradis du crédit. Mhm. Franchement, il faut se le dire.
démarrer. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de crédits à 110% et encore, ça dépend, je pense, beaucoup du profil de la personne. Mais on peut emprunter Faire très du crédit, facilement, c'est très ça? rapidement. Donc, pour faire un premier Mm. step dans l'investissement, il n'y a rien de mieux que la France, là, sincèrement. Bah oui, oui, bien sûr. Après, C'est vraiment le seul exact. endroit où tu peux investir avec l'argent qui n'est pas à toi et que tu n'as pas. Enfin, Et puis avec des conditions d'entrée qui sont beaucoup plus souples mm, qu'ailleurs. Parce que on veut faire un investissement immobilier au Portugal. Ben, à l'époque, quand j'ai commencé, pour les non-résidents, on devait donner 30% d'apport, ce mm, qui me choquait pas parce que ça m'est rappelé des oui. choses. Donc, c'était 30% d'apport. Mais dans mes premiers investissements ont été de cette nature-là. Après, bon, j'ai testé aussi avec des crédits français où il y a eu un peu moins d'apport. Donc, j'ai testé crédit français, crédit portugais, etc. pour Mm, les différentes opérations. Donc, tout était différent. Maintenant, on revient à des crédits. Enfin, il y a la communauté européenne aussi qui essaye de limiter les barrières pour ce type d'opérations pour les non-résidents aussi. Et donc aujourd'hui, on arrive à trouver des crédits au Portugal avec un apport des 20% sur la valeur du bien. Même, on pourrait pousser jusqu'à 10%, mais avec des conditions un peu différentes. Avec voilà. Donc ça supplie un peu. Et ça reste très intéressant l'investissement au Portugal. Et puis nous, on s'est fait vraiment une stratégie de à moyen terme, parce qu'on s'est dit, on se donne encore. Enfin, Diego est encore petit, il est mm, encore à l'école, donc on s'est dit bon, il faut qu'il avance dans son scolarité, savoir ce qu'il va faire après, et plutôt dans cette temporalité-là, voir comment on peut enfin avoir des bases solides pour pouvoir venir vivre au Portugal. J'étais en train de te parler d'Artae et donc du coup, mm. Oui, après parce un que an c'est là qu'on s'est rencontrés, du coup, parce que exactement, voilà, c'est là le Julien est passé sur le podcast et moi effectivement, voilà, je connaissais et c'est par Artaï que je suis passée donc pour ma résidence principale et oui, pour l'investissement au Portugal. Donc c'est comme ça effectivement, qu'on s'est connus. oui, effectivement. Et donc voilà, je fais un an avec Artae et puis après coup, je me dis, enfin, je commence à avoir un peu enfin, beaucoup d'activités au Portugal de par nos propres investissements avec mon chéri. On avait commencé à investir dans les locations courte durée, mais effectivement, bah, il y avait toute la partie conciergerie. J'avais mon frère que j'avais un peu embauché c'était même pas un mi-temps, mais c'était un extra, un side business pour lui. Parce qu'il me faisait un peu le côté property management. Donc, Mm. j'avais déjà enfin, il y avait des locataires en longue durée, il y avait de la courte durée. Donc, c'était lui qui faisait un peu le travail du terrain, parce que je passe pas tout mon temps non plus, quoique maintenant de plus en plus à Porto. Et donc après, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire une vraie property management, une société, et la fonder ensemble avec mon frère. Donc on avait déjà commencé à réfléchir à ça, mais sans une ambition Mm. vraiment. On s'est dit, on va faire déjà, parce qu'on a nos propres Oui, investissements à oui, faire pour tes tourner. besoins. On va chercher pour que lui aussi puisse investir dans sa résidence principale, dans d'autres investissements, et qu'on fasse quelque chose ensemble, parce qu'on avait cette envie de faire quelque chose ensemble en En famille famille. et puis on a fondé Maïmouladia pour commencer à faire quelque chose et Maïmouladia était hébergé d'abord dans ma première structure pour dire c'est un proof of concept. On va voir Mm. si ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Et puis c'est trop qu'on a on a eu l'opportunité aussi cette année de prendre une ancienne pharmacie où je suis aujourd'hui qu'on a transformé en location courte durée. Donc, c'était un projet qu'on avait avec mon chéri. C'est une belle opportunité parce qu'on peut transformer la partie avant en appartement, la Mm. partie arrière en autre appartement ou en petite maisonnette avec une cour. Enfin, voilà, Ouais, plus la petite exploité. cour. Donc, c'est un projet qui m'a pris énormément de temps cette année. Et du coup, en prenant ça, on s'est dit, tiens, bah, il y a d'autres biens parce que cet immeuble-là, on l'avait déjà vu depuis longtemps, mais il était censé être vendu en entier. Donc après, quand ils se sont dit, ben, on n'arrive pas à trouver l'investisseur qui l'achète ensemble, on va commencer à le découper et à vendre. Donc là, on s'est dit, ah ben parfait, on va faire le projet des pharmacies et de transformation bas. Et en attendant, on a accompagné quelqu'un aussi dans la partie clé en main au troisième. Et puis voilà, aujourd'hui, on a ici, il y a 6 appartements en tout dans cet immeuble-là. On les gère tous en location courte durée, mais ça a un peu explosé grâce à ces projets pharmacie qui a commencé à voir le jour et à se transformer. Et en attendant, j'ai eu la chance de t'accompagner pour ton investissement qui n'est pas loin du tout. En plus, on est à 3 rues Oui, mais il est d'ici. occupé. Eh bien, il est occupé parce que on aurait dû faire ces podcasts aujourd'hui là-bas, mais du coup, on peut pas.
Donc C'est pas grave, voilà, ça on m'arrange. est. Bah, pourvu que ça continue comme ça, c'est vrai qu'il a un succès assez intéressant, donc c'est cool. Donc on va en parler après de ça. Et donc du coup, j'ai eu la chance d'accompagner en tout trois clients pour des investissements, trois clients Artaï pour des investissements Mm. à Porto. Et puis, je me rends compte que ma société m'occupe vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Si je veux bien faire les choses, je peux pas faire un bout de conciergerie, un peu Mm. de choses à Bordeaux et un peu, donc, dans un premier temps, je me suis dit, j'arrête la partie Bordeaux. Et puis, au final, je me dis, bah, Artae a besoin Ouais. aussi des gens qui aient de temps, complet Oui, pour que ce s'y soit à investir. 100%, bien Et sûr. exactement. Donc, voilà, au final, Et j'ai oui, parlé avec Julien pour lui dire, enfin, oui, pardon, je te coupais. oui, oui, non, non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est une évidence. Enfin, il y a une logique décroissance dans toute société. Donc, je peux pas, voilà, j'étais pas en train de bien faire à 100% Voilà. Artae, pas bien à 100% dans ma propre C'est ce que société. Il j'allais fallait dire en faire des fait. choix. Voilà, on Exactement. peut pas être partout, on peut pas, enfin, Oui, tout faire. On n'a que 24 heures dans une journée, et si on veut faire les choses comme il faut, et c'est ce que toi tu fais et ce que Julien fait aussi, exactement. un travail de qualité, forcément, Exactement. Oui, enfin, tu peux pas être partout. voilà. Et Exactement. Dans un premier temps, je me suis dit, bon, c'est compliqué parce que je suis à Porto en train d'aménager, de peindre ton bel appartement, enfin, d'organiser, enfin, c'est pas moi qui ai peint, mais d'amener les artisans qui vont ouais. bien pour faire ton projet, par exemple, et en même temps être appelé parce que la cuisine de la coloc va être livrée à Bordeaux. Mm. Bah, oui, ok, mais du coup, on est ni à 100% dans un truc, ni à 100% dans l'autre. Je me suis dit, bon, cette logique-là, et puis je passe logiquement beaucoup plus de temps pour un gros investissement au Portugal, bah, autant rester que sur la partie portugaise. Et puis au final, je me dis, est-ce que la Mm. logique est vraiment là? Donc pour l'instant, je me concentre à 100% sur le développement des Maï Moradia, qui a des belles perspectives aussi. Parce que je commence à me former aussi enfin je me suis déjà pas mal formée sur le crédit immobilier au Portugal. Et l'idée, c'est commencer à proposer aussi ça au sein des Maimoradia. Donc, du coup, de pouvoir proposer aux gens aussi qui cherchent un crédit immobilier au Portugal en partenariat. Avec d'autres sociétés, de pouvoir le faire, de continuer à me former pour proposer demain d'autres services. Maimoradia à la base a toujours eu pour vocation de devenir agence immobilière. Donc, pour déjà gérer et arbitrer mes propres biens, Mm. parce qu'il y a déjà les premiers arbitrages qui vont arriver, parce que j'ai des appartements que j'ai achetés que c'est le moment de les arbitrer pour réinvestir dans la location courte durée, parce que ça a plus de logique de continuer à alimenter en bien ma propre conciergerie que de garder de la longue durée. Et puis, il y a toujours ce projet des maisons où on s'est dit, ça y est, on va faire, on a pris un architecte, on a commencé à faire les plans, les appartements, etc. Et après, on s'est dit, enfin, on n'a jamais construit. Est-ce qu'on se lance vraiment ou alors un partenariat avec un promoteur ou alors est-ce qu'on vend les deux maisonnettes avec le projet approuvé? Donc ça se fait aussi Mm. beaucoup ici. Et c'est un promoteur qui prend déjà, parce que le promoteur, ils veulent surtout pas s'embêter avec les démarches, avec l'urbanisme qui sont Ouais. longues, fastidieuses. Enfin, ça a plein de rebondissements. J'ai dû faire pas mal d'allers-retours effectivement entre Bordeaux et le Portugal à cause de ces projets-là aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on s'est dit dans la logique d'arbitrage puis Mm. réinvestissement, ça a toute une logique d'avoir la licence qui est équivalente à la carte T en France pour commencer à faire ça et puis potentiellement aussi proposer d'autres services d'agence immobilière à Mhm. d'autres clients Ouais, aussi ouais. bien portugais que français parce que au fil des années, avec des crédits bancaires, avec une telle entité, avec des opérations avec différents agents immobiliers, ben, on s'est créé un réseau aussi qui fonctionne très bien et par lesquels il y a plein d'opportunités qui commencent à arriver pour la conciergerie, que voilà, il faut s'en occuper. C'est une Mm. opportunité qui arrive aujourd'hui pour laquelle il faut s'en occuper et il faut faire planter des bases solides pour qu'on puisse avancer sans non plus se dire on va faire une conciergerie à je sais plus combien des centaines d'appartements demain. On a gardé et on tient à le garder avec mon frère cette partie humaine. On veut faire quelque chose à taille humaine dans laquelle les propriétaires soient vraiment, tu le sais, on a un groupe WhatsApp avec toi pour te donner des nouvelles de ton bien, de te dire Mm. voilà là il y a quelque chose qui se passe, ou alors il y a les impôts ou
les taxes touristiques qui ont changé, ou, enfin voilà, donner Oui, oui, toute il y a vraiment un l'actualité vrai en temps suivi, oui. réel, Mm. exactement, pour que ce soit personnalisé et que, comme il y a beaucoup de personnes qui me le disent, parce que maintenant je participe avec des clubs d'investisseurs portugais, parce que franchement, la logique n'est plus de continuer à investir en France, mais plutôt au Portugal, donc je m'imprègne aussi de cet écosystème-là pour faire des opérations avec eux, parce qu'ils proposent aussi des clubs deals qui sont intéressants, Mm. donc je vais commencer à faire des opérations avec eux. Et aussi qui me disent, enfin, nous, on a des biens en conciergerie, et on a des nouvelles que parce qu'il y a des factures à payer. Quelquefois, on n'a même pas l'explication de ce qu'il y a dedans dans la facture et pourquoi il y a eu plus de commissions, moins de Ouais. commissions, etc. Donc, on y tient à garder ça parce que en étant investisseur nous-mêmes, on se dit, on veut surtout pas ça, d'avoir juste Mm. une facture sans explication. Et quelquefois, l'explication est là parce qu'il y a eu plus d'activités, parce que la municipalité a demandé de faire des choses différentes, il a fallu y aller. Enfin, il y a toujours une explication. Mais du coup, étant investisseur, on s'est dit, on veut garder cette logique-là. C'est mon bien avant tout. Donc, et effectivement, il y a une société qui va s'en occuper, qui va faire. Mais comment, pourquoi, et qu'on ait des Mm. réponses à nos questions. Donc, c'est pour ça, Oui. et c'est dans cette logique-là aussi que dans ces clubs d'investisseurs, on a eu quelques pistes aussi des personnes qui nous disent, ah bah c'est intéressant, on va regarder le modèle que vous proposez, et c'est des Mm. gens qui arrivent aujourd'hui aussi par ces biais-là. Ouais, bah, moi, c'est ça, de toute façon, c'est Voilà. la logique de création de business et de toi aussi, de tout ce que tu mets en place depuis le début. C'est quand tu Oui. crées un business, généralement, enfin, ça sert à rien de réinventer la roue, soit tu prends quelque chose Mhm. qui existe déjà et tu l'adaptes, soit tu pars de tes propres problèmes. Et Oui, ça crée, le business crée effectivement. la solution. Et toi, au final, ça a Mais été c'est ça ça, depuis le début. c'est ça. T'étais dans un logement étudiant, enfin en location, mais pas terrible. Et tu t'es dit, bah, je vais faire ça, mais en mieux. Et DPEZ. voilà. Et là, c'est pareil. La conciergerie, à la base, c'est pour tes propres biens et puis pour les autres. Mhm. Enfin, Oui, ouais, effectivement. t'es resté toujours dans cette même logique, comme tu dis. Et pareil, là, le côté équivalent des cartes T ou agence Ouais. AMI qui s'appelle ici, c'est la même chose, c'est de se dire, ça y est, on arrive à un point où il va falloir commencer à arbitrer, bah, autant se former, voir comment se font les choses correctement aussi, et puis avoir, vu que les sociétés sont déjà en place, et comment on avance pour que ces revenus-là, ils restent chez nous plutôt qu'ailleurs. Donc, c'est un petit peu cette logique-là. Mm. Ok. Et Voilà. côté finance, investissement, du coup, tout part en immobilier ou tu as aussi des investissements un peu autres et exotiques, genre dans les vaches? Alors non, 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 j'ai pas encore. Alors c'est vrai qu'à une époque j'ai investi en Colombie aussi, ça c'est bien de le Mhm. rappeler parce que j'ai fait l'immobilier aussi en Colombie, Ok. malgré les 30%, malgré tout ça, et notamment pour de l'achat-revente aussi des appartements où habitait ma maman. Mhm. Donc des appartements. Après, ma maman, elle s'est lancée dans un projet fou où elle s'est dit, ben, j'ai acheté un petit terrain dans les terres, etc. Ben, je vais peut-être y faire une maison. Ben, elle s'est lancée dans un truc qui était censé être petit et puis au final, ça a pris une ampleur folle. Mais elle s'est construite sa petite maison des rêves et elle en est très, très contente. Donc, quelquefois, je me dis, mes projets de maisonnette, ma maman l'a fait, est-ce que je le ferai? Est-ce que, enfin voilà, mais après, comme tu l'as dit, on n'a que 24 heures dans une Mhm. journée et franchement, les journées sont méga remplies et je tiens à faire les choses bien. Donc, non, je n'investirai plus en Colombie. Non, je n'investirai plus en banque. Je n'investis plus je n'investis pas non plus dans les vaches, ni dans les bitcoins, ni dans les choses que je ne connais pas. Pour l'instant, c'est des choses qui m'intéressent, donc je regarde beaucoup ce qui s'est fait. J'entends Finari, le podcast, Mhm. et j'ai pris aussi le livre de Mounir. Oui. Je regarde ce qu'ils font d'autres investisseurs, ce que toi-même tu fais. Voilà, il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais je n'irai pas pour l'instant, mais aller prendre un peu de Bitcoin, pour moi, c'est l'équivalent d'aller au casino. Je ne sais pas où j'y Mhm. vais. Donc, j'aimerais bien d'abord me former, enfin, bien connaître avant de faire un grand pas comme celui-là. Pour l'instant, je reste assez sceptique sur ces côtés-là, donc je n'y vais pas, mais c'est parce que justement, j'ai pas la connaissance Oui. pour. Maintenant, le business qui a plus de logique que pour nous en étant conciergerie, c'est partir dans une blanchisserie. Donc, Mhm. développer une laverie. Donc, aujourd'hui, ce qu'on prospecte avec mon frère, c'est des locaux commerciaux. Donc, Ouais. soit en achat, soit en location, ça on est en train de regarder.
mais ce que l'on souhaite faire, c'est un commerce, donc une laverie qui tourne toute seule, ouverte au public, et si possible, dans la même où on ira faire tout le nécessaire pour notre conciergerie, parce que ça, c'est quand même un coût important pour nous Mm. aujourd'hui, hein, l'externalisation de la partie blanchisserie. Donc, c'est les steps d'après, c'est celle-là, d'apprendre comment fonctionne un business laverie, techniquement, qu'est-ce que ça implique, comme est le gaz, pas le gaz, l'électricité, Ouais, etc. Donc, je commence à être plus curieuse de ces côtés-là, à ouais, m'informer, à entendre. Donc, j'ai assisté à une conférence avec Laurent Boutillier et ouais. Woman Invest, Mode. mode, voilà. Et donc voilà, je commence à regarder ce Mm. qui s'est fait, pareil, toujours dans la logique maintenant de me dire, j'ai bien fait des foncé sur cet appartement à Talence, même si j'ai fait toutes les bêtises du monde. Au moins, j'ai respecté la bonne consigne, c'était Ouais. l'emplacement. C'est qui m'a fait bien prendre une belle plus-value. Mais maintenant, je commence par m'informer pour bien savoir ce que je fais, pour faire moi-même. Et ça, c'est très important aussi, c'est que je n'amènerai jamais les gens là où je n'ai pas été avant. Donc, j'ai fait une société pour la partie, j'héberge mes maisons dedans, je fais le projet d'architecture, je me confronte à toutes les démarches devant l'urbanisme, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle maintenant. J'ai fait des crédits pour de l'immobilier au Portugal avec des banques françaises, avec des banques portugaises. Mm. J'ai vu l'évolution de la réglementation également. Je sais maintenant tirer parti de ces crédits immobiliers, et là, je te le donne en scoop pour ton podcast. Et c'est des choses que je n'ai jamais entendues en France. Si ça se trouve, ça se fait, et je ne sais pas parce que je n'investis plus en France. Mais on est capable même d'obtenir de cashback sur des crédits immobiliers au Portugal. Là, je n'avais jamais parlé. Je le parle pour la Mm. première fois parce que j'ai obtenu mon cashback la semaine dernière sur mon crédit immobilier. 2% sur le montant emprunté, donc c'est quand même pas mal. Ok. C'est assez intéressant. Et donc, je me forme aussi de ces côtés-là dans le crédit immobilier. Je le fais, j'expérimente, je mets en jeu notre propre argent pour acquérir ces connaissances-là et après Mhm. pouvoir proposer à d'autres personnes de les accompagner sur les démarches des crédits immobiliers au Portugal, par Ouais, ok. exemple. Donc, Voilà. tes investissements, donc ça reste immobilier Portugal, investissement sur Oui, toi pour te former, pour apprendre, et oui, puis pour côté business, quoi, pour développer tout un peu l'écosystème qu'il y a voilà. autour de l'immobilier, comme tu dis, Maïmoradia, la conciergerie, C'est exactement. l'agence C'est la immobilière, priorité. voilà. Mm. Exactement, c'est faire un écosystème aujourd'hui qui part de la location courte durée et avec une spécialité courte durée. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas accompagner quelqu'un qui va faire un achat en résidence principale, surtout s'il compte s'expatrier, hein, donc parce que c'est pour s'expatrier, il y a quand même une stratégie à mettre en place. Il y a des aides de l'État portugais pour des personnes qui sont parties, qui veulent revenir, etc. Dans tout ça, ça s'est mis en musique autour d'un écosystème unique qui s'appelle MyMoradia aujourd'hui pour l'investissement, mais potentiellement demain pour l'achat des résidences principales, pour des crédits des résidences principales, etc. Autour de la partie agence immobilière, etc. On est tout bébé pour Mm. l'instant, mais avec une ambition assez importante. Donc, on y va step par step, mais Ouais, avec bah, cet écosystème-là. c'est ça qu'il faut faire. Ouais, donc Voilà. de beaux projets. Oui, il y a encore des beaux projets. Il y a un an, on a fait un repas de fin d'année avec mon frère, sa femme, mon mari et Diego, mon petit. Et on s'est dit, bon, on ne sait pas ce qui nous attend l'année prochaine. Il y a plein d'immeubles dans Porto qui sont censés se vendre en entier. On Mm. les a vus depuis longtemps et on s'est dit, à un moment donné, s'ils n'arrivent pas à les vendre, ils vont partir à la découpe. Donc, on est les premiers à regarder lequel va partir à la découpe pour se positionner, pour commencer à regarder ce que l'on fait. Et puis, on a eu la chance de tomber sur cette pharmacie avant qu'il y ait d'autres personnes qui, en plus, qu'elle est ultra bien placée. Donc, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui Casa do Boticario. Donc, c'est comme la maison du pharmacien. Elle s'appelle comme ça, cette location courte durée sur Airbnb. Et puis, il y a d'autres projets mais il y a un an, on était loin de s'imaginer qu'effectivement, on allait pouvoir faire ça. Surtout que quand on a fait la demande du crédit, certes, on avait des économies, certes, on a mon mari qui a son CDI, qui a une bonne situation. J'étais toujours au chômage Mm. à ce moment-là. Mais j'avais déjà les sociétés aussi au Portugal qui pouvaient montrer qu'il y avait des loyers qui tombaient, Oui, qu'il y oui. avait un certain flux économique qui rassurait aussi la banque et avec lequel on a réussi à faire ces beaux projets-là. On a d'autres en vue, mais du coup, on s'est dit, on se lance vers 2026.
on a fait un repas de fin d'année, cette fois-ci Maïmouladia, avec d'autres personnes de ma famille qui sont venues habiter là, avec lesquelles on va aussi, enfin, on va progressivement les intégrer dans la société pour voir ce qui nous attend l'année d'après, parce qu'effectivement, priorité au projet des laveries et des blanchisseries pour Maïmouladia, potentiellement pour faire aussi une ligne à part entière pour vendre ces services-là Mm. à d'autres sociétés de location pour toute durée à Porto. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait aussi? Est-ce que ces immeubles-là qu'on a vus vont partir à la découpe? Est-ce qu'on va pouvoir refaire potentiellement quelque chose comme on a fait ici, où on a découpé, où on a fait deux locations d'un seul appartement? Est-ce qu'on, voilà, donc plein de Ouais, projets. ouais. Plein d'envie, plein d'énergie et heureuse de pouvoir partager ma vie entre Bordeaux, Porto, avec toujours ces projets des retraites au Portugal d'ici quelques années avec mon chéri. Donc voilà. Ok, ben justement, tu as dit le mot heureuse. Oui. On arrive à la fin de cet échange, parce que ça fait un moment qu'on discute. Ta richesse, ton bonheur qui te Oui. fait heureux, c'est quoi pour Alors, toi? qu'est-ce que c'est qu'être riche et heureux? Je veux pas te donner une réponse dans l'ensemble. Je pense que Mm. ces mots-là, il faut les découper. Et je pense que la richesse principale pour tout le monde, c'est la santé. Clairement, ça, je le sais. Dès que Ouais. on n'a pas la santé, on n'a On plus fait rien. rien. Et il y a des personnes qui sont riches de patrimoine, qui sont riches sur leur compte en banque, mais qui n'ont plus la santé, qui se rendent compte que c'est vraiment la richesse principale. Donc, être riche, malgré n'importe quelle situation que vous puissiez avoir autour de vous, c'est votre santé. Il faut en prendre soin. Donc, Mm. ça, c'est la première. Et heureux, pour moi, c'est de se lever tous les jours avec une énergie, avec envie de faire des choses, avec des projets plein la tête, avec des rêves plein la tête, et de pouvoir avoir la capacité de les mettre en musique pour être riche et heureux tous les Mm. jours. Voilà. Ok. Riche de santé, riche de patrimoine, riche de temps aussi pour pouvoir accomplir ses propres projets et les faire avancer. Et puis, mais concernant en famille, c'est une chance énorme, franchement, de ne plus avoir à traverser l'Atlantique pour pouvoir les sentir Oui. proches et puis pouvoir faire des projets ensemble, c'est aussi une richesse inestimable. Mm. Ok. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose pour terminer? Pour terminer, j'aimerais bien bah, juste te dire enfin, tout est possible, franchement. Ça peut paraître bateau, ça peut paraître plein de choses, mais je suis née en Colombie, je viens d'une famille des classes moyennes. Je suis arrivée en France avec 2 000 € en poche, en me disant, il faut que vite, que je trouve un travail, que je fasse autre chose, enfin, voilà. La première fois que je me suis dit, waouh, s'acheter un bien immobilier, je le traduis à pesos, mais c'est mort, jamais de la vie, je n'arriverai. Et puis au final, on s'est dit oui, si on utilise les bonnes stratégies, enfin, franchement, profiter de ces gros leviers du crédit qui est la France pour faire les premiers investissements, pour vous spécialiser, faites les bienfaits. S'il y a besoin, faites-vous accompagner pour prendre un premier crédit, acheter un premier bien. Faites-le en France, faites grandir ce patrimoine. Vous vous lancerez dans d'autres choses plus exotiques plus tard. Mais franchement, tout est possible. Aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai démarré des investissements en 2013. Donc, il y a quand même un temps. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain de me dire, ça y est, j'ai investi et dans 2 ans, je suis riche de patrimoine et je suis riche de temps et j'ai tout ce qu'il faut pour... Franchement, c'est peut-être possible. Dans mon cas, ça a été plus lent parce que j'ai peut-être pas eu la connaissance de départ, mais j'ai osé le faire à un moment donné où ça m'a coûté énormément mois après mois de faire ces premiers investissements immobiliers. Mais faites-le et si nécessaire, faites-vous accompagner. Si ce n'est pas nécessaire, formez-vous avec. Il y a énormément de ressources gratuites aujourd'hui. Enfin, Oui. je me rappelle, j'ai une petite cousine, une anecdote une petite cousine à Bogota, à un moment donné où je disais, enfin, je suis partie, il n'y avait pas de smartphone, le moindre téléphone coûtait énormément, la moindre Mm. connexion Internet coûtait énormément. Il me dit, mais en fait, c'est simple, t'as toujours été folle, t'es partie en étant comme ça, et puis t'as osé faire des choses, mais c'est pas juste pas être fou, c'est vraiment oser aller, oser apprendre, oser faire des choses. Je pense que franchement, ayez des rêves dans la tête
Et les choses, si vous utilisez les bonnes méthodes, si vous osez et si vous faites des efforts, parce que franchement, des fois, c'est l'effort économique, des fois, c'est l'effort d'autres choses. Mm. Si vous faites des efforts qui vont bien, vous arriverez toujours à réaliser vos projets. Ouais. Ok. Ben, merci Voilà. beaucoup. Ça m'a fait très plaisir cet échange-là. J'en ai appris encore plus sur toi. Merci Aurélie. C'est vrai on n'a pas eu le temps de se poser et de parler comme ça, mais voilà. Merci à toi de m'inviter à passer sur ton podcast. Et puis j'espère qu'on se verra bientôt. Bah oui, et puis il De toute faut façon, on se faire. parlera bientôt parce que ton bien est en gestion chez nous. Voilà, c'est ça. On arrive à la fin du mois, il va falloir payer la facture. Donc, on se reparle très, très bientôt. Oui, ça marche. Merci encore à Merci. toi et puis à bientôt. À très vite. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Merci encore pour votre écoute et votre soutien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!